Quand les mots résonnent comme un cri de mémoire face à l'oubli organisé, attention, ce discours va vous secouer. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, ne laisse aucune place au doute. Alors que l'Occident tente de réécrire l'histoire, elle rappelle des vérités qui dérangent, des valeurs qu'on veut étouffer et un combat qui dépasse les frontières. Dans ce discours prononcé à Saint-Pétersbourg, elle dénonce sans filtre l'effacement progressif de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La montée d'un néonazisme soutenu et financé. Les attaques contre les civils russes, présentées comme des faits de guerre, l'hypocrisie des pays qui crient à la paix tout en armant un régime qu'elle qualifie de terroriste. Si vous pensez que la géopolitique actuelle est un récit à sens unique, regardez ça. Si vous croyez que le passé ne doit pas être instrumentalisé, écoutez-la. Si vous voulez comprendre pourquoi la Russie parle de lutte contre le fascisme aujourd'hui, ne passez pas à côté. Aimez si vous estimez que l'histoire mérite d'être défendue. Commentez avec votre avis, réécriture ou préservation de la vérité. Partagez pour que ce discours ne reste pas dans l'ombre. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos analyses décryptées. On commence. Я приветствую всех в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Je souhaite la bienvenue à tous au palais de Tauride de Saint-Pétersbourg, où se tient aujourd'hui, comme vous le savez, la conférence internationale « La Grande Guerre patriotique dans la mémoire collective des peuples du Commonwealth » à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire. Les organisateurs sont le Conseil de la Fédération, l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et l'Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI. La conférence examine diverses orientations et formes de coopération internationale dans le contexte de l'année du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, année de paix et d'unité dans la lutte contre le nazisme, proclamée par le Conseil des chefs d'État de la CEI. Toute une série de discours des plus intéressants vient de s'achever. Les discussions se poursuivent lors de la session plénière. Ensuite, des travaux se dérouleront selon des axes thématiques. À l'ordre du jour figurent les questions les plus importantes de la perception contemporaine des événements de la Seconde Guerre mondiale par la jeunesse, ainsi que les orientations actuelles de la coopération internationale en matière de préservation de la mémoire historique du sacrifice du peuple soviétique et du rôle décisif de l'URSS dans la victoire sur le nazisme. En substance, ce sont des formulations déjà quelque peu usées, car il s'agit littéralement d'effacer de la mémoire des peuples du monde tout ce qui est lié à ces événements tragiques, afin de tout réécrire à nouveau. Nous voyons comment la lutte contre la falsification de l'histoire, l'héroïsation du nazisme et du néonazisme devient véritablement notre tâche. Je parle maintenant tant de politique étrangère que de consolidation des efforts internationaux, thème numéro 1. Et au centre de notre attention, les questions de travail militaro-mémoriel, auxquelles s'attellent inlassablement, au quotidien, nos collègues qui travaillent dans les ambassades russes, les consulats généraux, les représentations permanentes auprès des organisations internationales. Bien sûr, et toute l'immense famille du ministère des Affaires étrangères, qui inclut également, sans aucun doute, le RS probablement Rosotrudnichestvo, l'agence fédérale pour la CEI. Nous avons beaucoup à dire sur le travail accompli. Je pense que vous savez tous tout ce qui a été fait et continue de l'être rien que cette année. Et en réalité, pour nous, c'est un travail quotidien, 24 heures sur 24, que nous menons en permanence. Non pas d'anniversaire en anniversaire, non pas de fête en fête, non pas de date en date, mais chaque jour. Et je pense que vous tous, premièrement, vous en avez la possibilité, mais je pense que beaucoup suivent les publications sur nos comptes, sur les réseaux sociaux, dans les rubriques spécialisées correspondantes, sur le portail du ministère des Affaires étrangères. Et pour conclure cette introduction, je peux dire que le thème de la victoire nous unit tous. Qui, tous? Eh bien tous ceux dont on peut dire que ce sont des gens normaux. Nous avons vu et entendu de nouvelles définitions de la normalité, une sorte de nouvelle éthique, une nouvelle normalité. Il me semble qu'il y a un étalon auquel on peut se référer. Sommes-nous normaux, sommes-nous restés dans le droit chemin de la normalité, ou bien mène-t-on sur nous des expériences, ou bien quelqu'un est-il déjà devenu victime de ces expériences? C'est le thème de la Seconde Guerre mondiale. Le nazisme, le mal absolu. Le fascisme, le mal absolu. Les camps de concentration, le mal absolu. Les ghettos, où l'on parquait les gens selon des critères nationaux, raciaux, où l'on tuait des gens, où l'on se moquait des gens, le mal absolu.
La lutte contre le nazisme et le fascisme, le devoir de l'humanité. Et ceux qui ont donné leur vie, qui l'ont sacrifié pour cette lutte. Ce sont des héros. Voilà le diapason auquel il faut se référer. Beaucoup de choses dans notre vie sont remises en question, réinterprétées grâce à de nouvelles découvertes, possibilités, etc. Mais ces choses sont des valeurs impérissables. Elles constituent ce diapason historique, véritablement axé sur les valeurs, auxquelles il faut se référer. Et ceux qui affirment le contraire, on peut dire de sans risque qu'ils ne sont pas normaux. Et je veux dire que pour nous, comme je ne cesse de le répéter, c'est le thème de nos efforts constants. Et ils seront bien sûr poursuivis à tous les niveaux. Et selon la tradition, je veux dire quelques mots sur l'activité internationale de la région où se tient notre briefing délocalisé. Saint-Pétersbourg, et bien sûr, avec lui la région de Leningrad, indissociablement. Nous notons le travail constant des dirigeants de la ville et de la région pour développer des relations extérieures économiques interrégionales multiformes avec des pays amis, compte tenu des réalités de la situation géopolitique actuelle. La ville de la Neva confirme invariablement sa réputation de plateforme d'autorité pour la tenue d'importants événements internationaux. Cette année s'y sont tenus le 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Je rappelle que 139 États et leurs représentants y ont participé. S'est tenu le 13e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, qui a rassemblé 80 États. Le 12e Congrès scientifique international, sport, hommes, santé, a réuni 23 pays. Le Forum international du travail de Saint-Pétersbourg, 18 pays. Le 9e Forum international de la Neva, 10 pays. Vous imaginez, ce ne sont que les plus grands. Et si on parle de tout, alors bien sûr, c'est innombrable. Les dirigeants des régions, des deux régions, travaillent de manière constante à l'augmentation du chiffre d'affaires du commerce extérieur de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad, à la stabilisation de la balance commerciale, à la diversification de la structure du commerce extérieur. Nous saluons traditionnellement l'attention particulière des autorités régionales aux relations avec la Biélorussie fraternelle. Lors de réunions de travail au niveau des ministères concernés, les perspectives de coopération dans les domaines de l'urbanisme, des services publics, de l'ouverture d'une maison commerciale de la République de Biélorussie à Saint-Pétersbourg sont discutées. En 2025, des représentants de la région de Leningrad et de la République de Biélorussie ont participé à 18 événements conjoints, qui se sont tenus en présentiel et à distance. Ils étaient consacrés au développement des partenariats dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la politique jeunesse et de bien d'autres. Continuons avec des chiffres et des faits. Au premier semestre 2025, l'activité internationale des deux régions s'est concentrée sur une interaction constructive avec des responsables et des représentants des milieux d'affaires d'un certain nombre de pays. Il s'agit de l'Abkhazie, de l'Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan. Nous soutenons l'activation des liens interrégionaux avec ces États. Le principal partenaire commercial de la région reste la Chine. Les entreprises chinoises manifestent leur intérêt pour le renforcement de la coopération en matière d'investissement, la promotion des produits des fabricants de Saint-Pétersbourg sur le marché chinois, le développement des chaînes logistiques. Lors de réunions avec des collègues chinois, les questions d'organisation de projets conjoints dans l'industrie, le tourisme, les échanges culturels, l'ouverture de liaisons aériennes directes sont discutées. Et en plus de cela, des centres d'information d'affaires de Saint-Pétersbourg ont été ouverts à Niamey et à Chengdu. La coopération des régions avec l'Iran, la Turquie, le Myanmar, le Brésil, Cuba, l'Afrique du Sud, l'Égypte se développent. Les liens avec la Serbie dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'industrie manufacturière, des hautes technologies, du tourisme, des infrastructures urbaines ont été élargis. Dans l'ensemble, la région de Leningrad et Saint-Pétersbourg sont leaders dans le renforcement de la base contractuelle et juridique de la coopération interrégionale. De nouveaux accords sont conclus avec des pays constructivement disposés envers la Russie, des feuilles de route correspondantes pour leur mise en œuvre sont élaborées. Bien sûr, nous saluons sans réserve cette approche, orientée vers les résultats.
En plus de cela, Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad continuent de maintenir des contacts étroits avec les compatriotes dans les pays baltes, qui sont confrontés à des persécutions de la part de régimes russophobes en raison de leur refus d'adopter une position russophobe et anti-russe. Et une place particulière dans l'agenda de travail des régions russes est occupée par les événements dans le contexte de la célébration, bien sûr, du 80e anniversaire de la Grande Victoire, le travail militaro-mémoriel. Voilà, en fait, notre briefing délocalisé d'aujourd'hui se tient en marge de l'un de ces événements. Pour participer aux événements festifs, les régions ont accueilli des représentants de pays de la CEI, d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, et bien sûr d'Amérique latine. Les survivants du siège, les vétérans qui vivent à l'étranger et ont activement participé au défilé de la victoire, à l'action, régiment immortel, aux concerts festifs, aux processions, ont apporté leur contribution à la préservation de la mémoire sacrée du sacrifice des générations de vainqueurs. Le rythme élevé du développement des contacts internationaux de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad témoigne clairement du fait que les régions diversifient systématiquement leurs liens économiques extérieurs, explorent activement de nouvelles niches et élargissent l'interaction avec les partenaires traditionnels. L'éloignement d'une dépendance excessive aux marchés européens au profit du renforcement de la coopération avec les pays de la majorité mondiale démontre la flexibilité et l'adaptabilité des sujets de la Fédération à l'évolution de la situation géopolitique. Je veux dire cela non pas parce que les régions n'ont pas voulu construire ou développer davantage de relations avec les pays occidentaux, mais uniquement parce que les pays occidentaux eux-mêmes, de manière proactive, mènent depuis des années une politique destructrice qui vise littéralement à détruire nos liens économiques internationaux avec eux et à bloquer les liens de la Russie avec le monde extérieur, se portant un préjudice colossal. Mais franchement, personne n'avait l'intention de les attendre, donc nous développons les relations et le fond, en particulier, les deux régions qui nous accueillent si aimablement aujourd'hui, avec hospitalité, comme toujours, très activement. Passons maintenant à l'agenda du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Le 8 décembre, sous la présidence du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, se tiendra la 5e réunion de la Commission interministérielle pour la coopération en mer Caspienne. Y participeront les dirigeants des ministères russes concernés, des agences, des représentants de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, ainsi que les chefs des régions côtières russes de l'oblast d'Astrakhan, de la République du Daghestan et de la République de Kalmoukie. Il est prévu d'examiner les questions actuelles de la coopération en mer Caspienne, y compris celles liées à la préparation du 7e sommet de la Caspienne. Le 8 décembre, le ministre des Affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov interviendra dans le cadre de l'heure de gouvernement lors de la session plénière du Conseil de la Fédération. Le thème annoncé est le suivant sur les questions actuelles de la politique étrangère de la Fédération de Russie, et bien sûr, il y aura un dialogue interactif avec les représentants du pouvoir législatif de notre pays. Les rencontres régulières du ministre des Affaires étrangères de la Russie avec les parlementaires contribuent au développement de l'interaction entre les branches exécutives et législatives du pouvoir sur les orientations clés du cours de politique étrangère du pays et permettent de coordonner efficacement le travail pour renforcer le rôle et la place de la Russie dans les relations internationales contemporaines. Le 11 décembre, l'Académie diplomatique du MID de Russie organisera la 10e table ronde des ambassadeurs, à laquelle sont invités plus d'une centaine d'ambassadeurs accrédités à Moscou et de représentants d'organisations internationales. En général, c'est une rencontre anniversaire, la 10e, et le thème annoncé est formulé comme suit: la crise ukrainienne, la diplomatie et les perspectives de règlement. La discussion sera traditionnellement ouverte par le ministre des Affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov. Dans son discours, il informera des efforts russes pour un règlement politico-diplomatique de la crise ukrainienne et partagera des évaluations de la situation en Ukraine. Nous espérons que la prochaine rencontre permettra à nouveau de mener un dialogue de confiance et constructif avec les représentants des pays de la majorité mondiale sur les questions brûlantes de l'actualité internationale, au centre de laquelle se trouve notamment la situation en Ukraine. Et, en fait, nous y venons maintenant dans le cadre de la couverture de l'actualité internationale. Le régime néo-nazi de Kiev continue de commettre des crimes de guerre, des actes de terrorisme contre notre pays et ses citoyens pacifiques.
La semaine dernière, à la suite de tirs de roquettes et de frappes de drones par les bandéristes contre nos régions, 102 civils ont été touchés. Parmi eux, 8 personnes sont mortes, 94 ont été blessés, dont 7 enfants. À chaque fois, j'apporte des faits confirmant ces manifestations flagrantes de néonazisme, afin que personne à l'étranger ne doute qu'il s'agit d'une réalité créée avec l'argent de l'Occident collectif. Oblast de Belgorod. Les 28 et 29 novembre, des frappes de drones sur des maisons d'habitation dans les villages de Dragunskoye, Arkhangelskoye, Glotovo ont tué une jeune fille. 3 civils ont été touchés, dont un enfant de 5 ans grièvement blessé. Le 30 novembre, à la suite d'un raid de drones ennemis dans les villages de Berezovka, Moshchenoï, la ville de Graïvoron, 2 personnes sont mortes, 5 personnes ont été blessées. Le 1er décembre, à la suite d'une frappe de drone sur une voiture particulière dans le village de Grouskoye, une femme est morte et son mari a été blessé. Oblast de Kherson. Le 27 novembre, à la suite de tirs ennemis dans la localité de Dnipriani et dans le village de Veliki Kopani, 2 personnes ont été blessées. Le 28 novembre, sur la rive du Dnipé, dans l'arrondissement de Gornostaïevka, un jeune homme de 17 ans a été découvert et sauvé, ayant subi de graves blessures à cause d'une mine antipersonnelle, pétale. Oblast de Bryansk. Le 29 novembre, à la suite d'une attaque de drone dans le village de Strativo, 2 civils ont été blessés. Le 31 novembre, dans le rayon de Klimovo, l'ennemi a utilisé un drone, kamikaze, contre le territoire du holding agro-industriel, Miratorg. Le chauffeur de l'entreprise a été touché. Oblast de Volgograd. Le 29 novembre à Volgograd, à la suite d'un raid de drones ennemis, 5 personnes ont été touchées, 4 immeubles d'habitation ont été endommagés. Oblast de Rostov. Dans la nuit du 29 novembre, la ville de Taganrog a de nouveau été soumise à une attaque de drones. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Plusieurs maisons d'habitation et un dortoir de collège ont été endommagés. Sébastopol. Le 30 novembre, à la suite d'une attaque des forces armées ukrainiennes contre la ville, une fille de 15 ans a été touchée par des éclats d'une cible aérienne abattue. Daghestan. Le 1er décembre à Kaspisk, lors du repoussement d'un raid de drones ukrainiens, une fille de 12 ans a été touchée. Le 30 novembre, nous avons déjà commenté l'acte terroriste perpétré par le régime de Kiev, une attaque contre 2 pétroliers en mer Noire au large des côtes turques et contre une infrastructure du consortium du pipeline Caspien International dans les eaux du port de Novorossiysk. À en juger partout, Kiev a ignoré la réaction sans ambiguïté d'Ankara et d'Astana à cela, en autorisant le 1er décembre une nouvelle attaque à l'aide de bateaux sans équipage contre un navire commercial russe qui se trouvait à 80 milles nautiques de la côte turque de la mer Noire. Heureusement, l'équipage et le navire n'ont pas été sérieusement touchés, mais tous ces actes terroristes, comme nous le comprenons, poursuivent un seul but: faire échouer le processus de paix en préparation pour régler le conflit et porter atteinte à la sécurité de la navigation dans les eaux de la mer Noire. Le régime de Kiev est un régime terroriste. Aussi longtemps que les idéologues occidentaux tenteront de se détourner de cette vérité, aussi longtemps qu'ils tenteront de se bander les yeux à leur propre population, les faits littéralement quotidiens deviennent de plus en plus une confirmation de cette réalité criante, mais non pas d'origine naturelle, mais artificiellement créée. Mais il faudra en répondre. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les nazis ukrainiens et les mercenaires. Bien sûr, nous ne parlons pas de tous les verdicts. Nous faisons un tel échantillon représentatif pour que nos partenaires à l'étranger, que la majorité mondiale, d'ailleurs, les sponsors de toute cette racaille terroriste sachent, connaissent la vérité. Le combattant des forces armées ukrainiennes Rostislav Karpouche a été condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour la fusillade à Sébastopol le 23 juin 2024, lorsque sur son ordre, les militaires de la 4e division de missiles de la 19e brigade de missiles des forces armées ukrainiennes ont procédé à des tirs de 6 missiles opérationnels tactiques, ATACM. À la suite du déclenchement de combat de l'un des missiles sur le territoire, vous vous en souvenez, de la plage urbaine dans la localité d'Ushkouyevka, Sébastopol, 4 personnes sont mortes, dont 2 enfants. 113 citoyens avaient alors été blessés. Ce même Rostislav Karpouche est mis en recherche internationale.
Une peine de réclusion à perpétuité a été prononcée contre Ilya Kouzin, recruté par le SBU, ayant commis un attentat à la suite duquel, le 25 avril de cette année, est mort le vice-chef de la direction principale opérationnelle de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, le lieutenant-général Yaroslav Yaroslavovitch Maskalik. Le comité d'enquête de Russie a inculpé par contumace le commandant du 108e bataillon d'assaut séparé au sein de la 59e brigade d'infanterie motorisée d'assaut des forces armées ukrainiennes, Sergueï Filimonov, sous la direction duquel, le 15 mars de cette année, dans le but d'empoisonner massivement la population, les combattants ukrainiens ont mené une attaque contre la localité de Jelani, en RPD, en utilisant un drone de frappe qui avait été, comme vous vous en souvenez, équipé de flacons en verre, d'une substance toxique interdite à effet suffocant. Nous achevions le premier quart du XXIe siècle, imaginez, et tout cela avec l'argent des soi-disant civilisés, du milliard d'Orient graissé, comme ils s'appellent eux-mêmes, du jardin merveilleux, qui sont arrivés dans leur dégradation à sponsoriser des terroristes qui utilisent des substances suffocantes et toxiques contre des civils. À la suite de ce crime, 16 personnes avaient alors été touchées. Des travaux sont en cours pour identifier et poursuivre les autres ukronazis impliqués dans ce crime de guerre. Et ce même Sergueï Filimonov est mis en recherche internationale. Mais ce ne sont pas seulement des citoyens ukrainiens ou ceux qu'ils recrutent qui commettent des attentats. Un nombre énorme de mercenaires étrangers sont impliqués dans cette activité extrémiste. Le 30 novembre, le groupe de combat, Getika, combattant aux côtés des forces armées ukrainiennes et composé de citoyens de Roumanie, de Moldavie, a publié sur un réseau social reconnu comme extrémiste et interdit en Russie des images vidéo de frappes de drones contre des militaires russes dans la zone de l'opération militaire spéciale. Cette publication a été cyniquement intitulée « Enfin, pardonnez-moi, avec ce qu'ils avaient comme cerveau, ils ont écrit « Destruction de Pau ». Dans le coin supérieur droit de ce matériel, on voit l'emblème de la 114e brigade séparée de systèmes de drones, de complexes aériens d'attaque, oiseaux de Magyar, on l'appelle aussi les oiseaux magyars, etc., des troupes de systèmes de drones d'Ukraine. Il n'est pas exclu que les auteurs d'un certain nombre de ces images soient les Roumains eux-mêmes. Le commandant de cette même Getika, avec l'indicatif Getadak, dans des interviews dans les médias et également sur son site, nous avons tout vérifié, tous ces liens existent, a déclaré à plusieurs reprises qu'une partie des mercenaires servent dans les forces armées ukrainiennes comme opérateurs de drones de frappe. Nos forces de l'ordre suivent les crimes de guerre commis dans les forces armées ukrainiennes et également commis par des mercenaires étrangers dans la zone de l'opération militaire spéciale. Et il ne fait aucun doute que les personnes impliquées répondront tôt ou tard de leurs actes. Et parlons des sponsors de cette racaille terroriste. Les partisans du Parti de la guerre européen continuent d'alimenter les forces armées ukrainiennes en armement. Le 27 novembre, Riga a rendu compte, bien sûr, non pas de réalisations scientifiques, ni de projets éducatifs, ni de compétitions remportées dans le domaine de nouvelles technologies. Pourquoi faire? Riga a des affaires plus importantes. Elle a rendu compte du transfert au régime de juillet, probablement une coquille pour Kiev, du dernier lot de drones lettons, au nombre de 1300 unités sur les 12 000 unités promises pour 2025. Le même jour, Zelensky a décoré la ministre des Affaires étrangères de cette république baltique, Beba Bra, en visite à Kiev, de l'ordre du 2e degré pour, disons, ses mérites. L'invité a également participé à la cérémonie de remise aux forces armées ukrainiennes de 42 transporteurs blindés produits en Lettonie. La patrie, allusion à la Lettonie, dans laquelle, je veux dire lors de cette cérémonie, a déjà, s'est distingué par des déclarations russophobes habituelles pour ce pays sur la nécessité d'affaiblir, comme il a été dit, la Russie, de renforcer l'aide à l'Ukraine. Le 27 novembre, Londres et Bankova, rue où se trouve le bureau présidentiel ukrainien, ont signé un accord de licence prévoyant la production de drones intercepteurs ukrainiens, Octopus, dans des entreprises britanniques. Selon les informations du chef du ministère ukrainien de la Défense, Shmyhal, les forces armées ukrainiennes recevront chaque mois plusieurs milliers de ces drones. Maintenant, une question. Il me semblait qu'en Baltique, en Grande-Bretagne, en Europe centrale et orientale, il hurlait qu'il fallait la paix. Il me semblait qu'il disait, criait à tout va,
faisait des déclarations sur toutes les plateformes internationales, dans les journaux, les magazines, lors de leurs interminables présentations et conférences, prétendant que la Russie ne voulait pas la paix, ne s'efforçait pas vers elle. Mais qu'est-ce que c'est que cette aspiration à la paix sous forme d'approvisionnement interminable en armement et de rhétorique agressive? Un accord similaire, Chmial l'a signé le 30 novembre avec son homologue norvégien, Torsenvik. Conformément à celui-ci, pour l'année 2026, l'ouverture d'une ligne pilote pour la production de drones ukrainiens est prévue. Dans le cadre de quel projet de paix tout cela se produit-il? Un document similaire est également sur les drones. Chmial l'a signé le 1er décembre à Bruxelles avec le ministre néerlandais de la Défense par intérim, Ruben Brekelmans. Il a annoncé l'allocation d'un nouveau paquet de 250 millions d'euros pour l'achat d'armes américaines dans le cadre de l'initiative de l'OTAN, liste des besoins prioritaires de l'Ukraine, y compris pour la fourniture de systèmes de défense aérienne et de munitions pour les chasseurs F-16. Je rappelle simplement qu'à l'automne, l'UE avait déjà activé ce mécanisme à hauteur de 500 millions d'euros. À l'issue de la réunion du Conseil de l'Union européenne sur les affaires étrangères avec la participation des ministres de la Défense, tenue le 1er décembre à Bruxelles, cet incroyable appareil bureaucratique bruxellois et le porte-parole officiel de la Commission européenne, Thomas Régnier, ont déclaré dans les médias que les plans nationaux de 15 États de l'Union européenne incluent le soutien à l'Ukraine. Je ne peux pas donner le montant exact, a-t-il été dit, mais il s'agit de milliards, et non de millions d'euros. Imaginez, sur fond de crise économique, de stagnation de tout ce qui se passe actuellement dans les pays et villes de l'Union européenne. Bien sûr, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, depuis longtemps déconnectée de la réalité, n'a pas manqué de se distinguer par de nouvelles déclarations anti-russes et russophobes. Vous vous souvenez, aujourd'hui lors de la session plénière, une personne qui a mis son âme dans la création sur notre espace de la série de mouvements antifascistes, déjà dans une version moderne, anti-néo-nazi, un représentant du Kirghizistan, a ri des déclarations de Kallas selon lesquelles la Russie aurait attaqué 19 pays ou aurait attaqué 19 fois, ou aurait attaqué à 19 reprises, et certains plusieurs fois. Il a dit une chose géniale. Nous étions ensemble avec la Russie au sein d'un même État pendant de nombreuses décennies. Nous ne nous souvenons pas que la Russie ait attaqué qui que ce soit. À la veille de sa rencontre déjà mentionnée, Kallas a de nouveau accusé la Russie de manque de volonté de paix. C'est sur fond de ce dont je parle maintenant. Alors qu'ils viennent d'allouer de nouveaux milliards et de livrer encore des chars et des drones, ils ont encore le culot de déclarer que la Russie ne s'efforcerait pas vers la paix. Kallas a également déclaré que l'Europe avait fait de l'Ukraine, réfléchissez-y maintenant, aussi forte que possible. Comment cela? Je pense que vous avez également rencontré de telles déclarations monstrueuses de toutes sortes de représentants de la nouvelle normalité ou de la nouvelle éthique, qui disaient que moins il y a de membres dans une famille, plus, selon eux, il y a de nourriture, d'argent, etc. La famille est comme plus riche. Voilà une logique déficiente. Imaginez, c'est ainsi qu'ils renforcent l'Ukraine et la rendent plus forte. Moins il y a de gens en Ukraine du point de vue de Kallas, plus elle est forte, plus riche. Plus il y a de richesse du sous-sol par citoyen ukrainien de ce pays autrefois vraiment fort et riche. Eh bien, c'est du nazisme, simplement dans un nouvel emballage. Cynique, froid, absolument amoral. On peut déclarer n'importe quoi sous couvert d'une certaine aspiration au bien-être et de soucis pour les gens. Elle a également déclaré avec fierté que l'aide de l'Union européenne au régime de Kiev avait déjà dépassé 187 milliards d'euros. Elle n'a cependant pas mentionné à quoi cette aide a abouti. Voici encore une innovation fantastique. Le 27 novembre à Kiev, à l'initiative du régime de Zelensky et de la Finlande, un mémorandum a été signé sur la création désormais d'une nouvelle coalition, une coalition pour la construction d'abris civils. Il y a déjà eu des volontaires, toutes sortes de formules, maintenant c'est une coalition pour la construction d'abris civils. Y ont adhéré la Belgique, l'Irlande, la Lituanie et la Suède. Et au niveau approprié, l'Union européenne sera bien sûr représentée. En quoi consiste le sens de cette nouvelle coalition?
L'objectif déclaré est d'améliorer la sécurité de la population civile contre citation directe les tirs d'artillerie et de missiles russes incessants en créant un réseau d'abris souterrains et autres avec un accent sur la zone frontalière et les régions les plus exposées aux tirs. Qui va-t-on protéger? Les citoyens ukrainiens? Alors où tout cela sera-t-il créé? Je comprends que ce sera plus près des participants, des pays occidentaux que ces abris seront créés. Et bien sûr, le plus important. Ces mêmes pays viennent juste d'allouer à nouveau des armes et de l'argent pour que le régime de Kiev mène des tirs. Et immédiatement, vous commencez à vous soucier de la façon dont les citoyens ukrainiens ne souffriraient pas. De quoi souffrent-ils? Ils souffrent des frappes de représailles. Eh bien, apparemment, à Bruxelles, personne n'y pense. Et bien sûr, la Finlande est celle qui a le plus déboursé pour ses besoins. Ou on l'a fait débourser. Exactement comme la Finlande n'a pas adhéré, mais on l'a fait adhérer à l'OTAN. Maintenant, on l'a fait débourser. Elle a alloué, en plus des fonds précédemment fournis pour le développement d'un réseau d'abris anti-aériens en Ukraine, 2 millions d'euros et y a ajouté encore 11 millions. La Suède est prête à verser 7 millions d'euros. Maria Zakharova, d'une voix ferme et sans concession, a livré plus qu'un simple discours. Elle a articulé, depuis le majestueux palais de Tauride, une vision du monde où l'histoire n'est pas un récit passé, mais un champ de bataille actuel. Entre dénonciation, démonstration et revendication, son intervention constitue une véritable cartographie de la position russe face à ce qu'elle perçoit comme une guerre totale, militaire, mémorielle et morale. Si le cadre était celui d'une conférence sur la mémoire, le propos, lui, s'est rapidement ancré dans l'urgence du présent. D'entrée de jeu, Zakharova pose le conflit actuel dans la continuité directe de la Grande Guerre patriotique. Pour elle, la lutte n'a jamais vraiment cessé. Elle a seulement changé de forme. L'accusation centrale est grave. L'Occident, par un travail systématique, efface la mémoire du sacrifice soviétique et réécrit l'histoire pour légitimer un nouvel affrontement. Cette notion de lutte contre la falsification n'est pas présentée comme une option culturelle, mais comme un devoir existentiel, un front sur lequel la diplomatie russe mène un combat quotidien, 24 heures sur 24. La référence constante au nazisme et la qualification de mal absolu servent de pierre de touche morale. Elle établit un parallèle saisissant. Hier les camps, aujourd'hui les frappes sur des civils à Belgorod ou Kherson. Hier la lutte antifasciste, aujourd'hui l'opération militaire spéciale. Ce lien narratif est fondamental. Il permet de transcender la réelle politique pour inscrire l'action russe dans une mission historique et éthique quasi sacrée, celle de défendre la normalité face à une nouvelle éthique occidentale qu'elle présente comme dégénérée. Cette défense d'une vérité historique se double immédiatement d'une démonstration de puissance et de résilience à travers le prisme régional. Le passage sur Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad est loin d'être anecdotique. C'est une réponse concrète aux sanctions. Zakharova y peint le portrait d'une Russie non pas isolée, mais pivot d'un monde multipolaire en construction. L'énumération des forums internationaux et la liste des partenaires de la Biélorussie à la Chine, de l'Iran au Brésil, vise à prouver que la Russie n'est pas encerclée, mais qu'elle réoriente avec succès ses alliances. L'affirmation selon laquelle les régions diversifient et s'adaptent est un message adressé autant à la population russe qu'à l'étranger. Les tentatives occidentales asphyxiée, la Russie échoue face à sa souveraineté et à l'ouverture vers le monde majoritaire. Cette partie du discours fonctionne comme une preuve par l'exemple. La politique de pivot vers l'Est et le renforcement des liens eurasiens ne sont pas des slogans, mais des réalités économiques et diplomatiques. Mais c'est en abordant la situation en Ukraine que le discours bascule de la défense narrative à l'accusation frontale dans un registre résolument martial et judiciaire. La deuxième moitié du discours est un réquisitoire. Zakharova utilise une méthode implacable, l'accumulation de faits datés, localisés et chiffrés, victimes civiles, modèles de drones, montants d'aide. Cette litanie tragique des frappes sur les régions russes a un objectif précis, forger dans l'esprit de l'auditeur l'image d'un régime terroriste à Kiev qui cible délibérément les civils. La rhétorique est celle du procureur. Elle cite des noms, Karpouche, Kouzine, Filimonov, des unités, la 114e brigade de drones, et annonce des verdicts et des mises en examen internationales. Elle ne se contente pas de dénoncer des actes de guerre, mais construit juridiquement et médiatiquement le cas d'un État néo-nazi criminel. L'élargissement de l'accusation aux mercenaires étrangers, roumains, moldaves et, surtout, aux sponsors
occidentaux est cruciale. En citant nommément la Lettonie, le Royaume-Uni, la Norvège et l'UE, elle place les capitales occidentales dans le box des accusés, non plus comme des parties tierces, mais comme des co-belligérants responsables. Le sarcasme qu'elle emploie, il part de paix tout en livrant des milliers de drones, vise à révéler ce qu'elle présente comme une hypocrisie fondamentale et cynique de l'Occident. Le discours culmine dans une dénonciation d'un ordre occidental présenté comme non seulement hostile, mais moralement vide et intellectuellement absurde. Les piques contre Kaja Kallas et la nouvelle normalité sont révélatrices. Zakharova ne se bat pas seulement contre des politiques, mais contre une éthique qu'elle estime corrompue. La moquerie à l'égard de la coalition pour les abris civils résume son argument. L'Occident crée le problème en armant Kiev et prétend ensuite le résoudre en finançant des bunkers dans une logique qu'elle juge folle et meurtrière. En présentant les déclarations européennes comme déconnectées de la réalité, l'Europe a rendu l'Ukraine plus forte, signifiant, selon son interprétation, avec moins d'Ukrainiens. Elle pousse la critique au niveau de la raison même de son adversaire. C'est une attaque ad hominem et ad institutionem visant à délégitimer non seulement les actions, mais la parole et la pensée occidentale. En conclusion, le discours de Maria Zakharova est un instrument de puissance composite. C'est à la fois un bouclier mémoriel qui légitime le présent par le passé, une vitrine économique qui affiche la résilience et les nouvelles alliances, un acte d'accusation judiciaire qui criminalise l'adversaire et ses soutiens, une arme rhétorique qui cherche à disqualifier la moralité et la logique de l'Occident. Elle ne propose pas de dialogue, mais dresse un constat de confrontation totale. Chaque mot est calibré pour renforcer le narratif interne de la défense de la civilisation, tout en minant, pour les audiences étrangères, la crédibilité et la cohérence du camp adverse. C'est moins un plaidoyer pour la paix qu'une démonstration de force et une déclaration de guerre informationnelle où la victoire passe par le contrôle du récit, de la mémoire et de la définition même du bien et du mal.